Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, il est temps de faire une petite mise au point sur les dérives de la technologie du futur et pourquoi est-ce que vous ne devez pas croire tout ce qu'on vous raconte sur ce sujet. Sur ma chaîne YouTube, j'ai abordé de nombreux thèmes, que ce soit l'explication d'un phénomène astronomique, une histoire liée à l'astronomie ou la conquête spatiale, et des mises au point quant à certaines idées reçues sur le sujet. Ces mises au point, il y en a de deux sortes. La première, c'est le débunkage de théories du complot, et la deuxième, c'est le débunkage de projets utopiques. J'ai notamment abordé la question du voyage supraluminique, le fait de pouvoir aller plus vite que la lumière, la terraformation d'autres planètes, le voyage humain vers Mars, la colonisation des exoplanètes, le voyage interstellaire, l'exploitation minière des astéroïdes, et j'en passe. C'est pas les sujets qui manquent. Il existe deux théories radicales quant au futur de l'humanité. La première, c'est la dystopie, un futur sombre et où la technologie est utilisée pour exercer un pouvoir autoritaire sur la population. La seconde est celle de l'utopie, un futur où la société est idéale, sans vice et donc à l'inverse de notre société actuelle, et où la technologie est mise au service pour faire, entre guillemets, le bien. Même si, bon, la notion de bien et de mal, c'est très complexe, c'est philosophique et on va pas en parler dans cette vidéo. Mais sachez que l'utopie est quand même un futur plus radieux et meilleur pour la population qu'un futur dystopique. Eh bien, c'est justement ce futur dont nous allons parler dans cette vidéo. Dans la section commentaires des vidéos où je parlais de certains projets irréalistes, j'ai reçu des dizaines, voire des centaines de messages m'expliquant à peu près toujours la même chose, et qu'on peut résumer par ceci. Nous ne savons rien de la technologie du futur, et si ça se trouve, d'ici quelques années, les rêves d'aujourd'hui seront la réalité de demain. Cet argument, si on peut appeler ça vraiment un argument, n'est pas sans défaut, et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser dans un débat. Premièrement, la catégorie des gens qui utilisent ce genre de phrases sont à l'extrême opposé des conspirationnistes. Un conspirationniste est une personne qui méprise certaines vérités scientifiques comme il méprise la société. Il est fataliste, parfois négationniste, pense qu'il a toujours raison et refuse certaines vérités même si on l'assaillit de preuves qu'il a tort. Un utopiste extrême, au contraire, est une personne qui pense que dans le futur, tout sera possible et où les fantasmes de la science-fiction ne seront que la réalité de demain. Et il n'hésite pas à accuser quiconque voulant exposer des contre-arguments de pessimiste. C'est ce que j'ai reçu dans la plupart de mes vidéos. On m'a accusé d'être un pessimiste et de ne pas vouloir croire à un monde meilleur. Le problème avec ce genre d'argument, c'est que cela relève de la simple croyance. Ces gens-là croient qu'on va rencontrer des extraterrestres dans 50 ans. Ces gens-là croient qu'on va aller plus vite que la lumière dans une centaine d'années. Ces gens-là croient qu'Elon Musk va nous transporter sur Mars en 2025. En fait, ils croient que tous les fantasmes de la science-fiction seront réalisés dans un futur plus ou moins proche, uniquement parce que c'est le futur, justement. La science en général ne fonctionne pas comme une croyance, et ne peut pas fonctionner comme une croyance. On ne croit pas à la technologie du futur, au mieux on se base sur des suppositions. Le problème, c'est que dès qu'on remet en question le problème de la fausse croyance de la science, qu'on pourrait associer d'ailleurs à du scientisme, on est directement accusé d'être un pessimiste, de ne pas vouloir croire à un futur meilleur, comme je l'ai dit auparavant, et de penser que tout a déjà été découvert et que nous ne pouvons plus évoluer, ce qui est un rapprochement assez douteux. Qu'on mette les choses au clair, je ne dis pas, et d'ailleurs personne ne dit, que la science ne doit plus être développée et qu'il n'y a plus rien à découvrir. C'est complètement débile de penser ça, parce que la science aussi a pour but de remettre en question certains faits établis, ou en tout cas de les développer, d'aller plus loin que ce qu'on connaît en général. Mais il y a un monde, que dis-je, un vide intergalactique, entre penser que la science ne peut plus être développée et qu'il n'y a plus rien à découvrir, et penser que la science-fiction va être forcément la réalité de demain, et que tout va être réalisé un jour ou l'autre. Le pire, c'est quand les partisans de cet argument émettent des citations ou des phrases venant de certaines personnes pour justifier leurs propos. Vous savez, ce sont les fameux « croyez en vos rêves » ou bien « les rêves d'aujourd'hui seront la réalité de demain » ou bien piocher dans des phrases ou des citations de grandes personnes, notamment des auteurs littéraires ou même des scientifiques un petit peu mainstream comme Stephen Hawking, pour clamer haut et fort que s'il dit un truc à propos de la technologie du futur, c'est qu'il a forcément raison et qu'il faut forcément penser comme ça. Ce qui est quand même assez faux. En réalité, les gens qui vont changer le futur, ou en tout cas l'amener vers un monde plus ouvert et plus radieux, sont les gens qui se bougent pour faire changer les choses. Ce ne sont pas les utopistes qui croient à un monde meilleur et qui ne font simplement que recopier des phrases et des citations célèbres. Comprenez bien qu'une citation, c'est certes très joli, mais ça n'est pas un argument dans ce genre de débat. Un autre argument cité est de prendre un événement historique et de l'associer avec un des fantasmes de la science-fiction.
et d'expliquer que parce qu'on a réussi à faire telle chose, alors on sera forcément capable de réaliser telle chose. Cet argument n'est pas valable puisqu'il se résume à associer deux événements qui n'ont absolument rien à voir. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on a réussi à envoyer des astronautes sur la Lune dans les années 60 que forcément ça sera la même difficulté pour envoyer des astronautes vers Mars. Au contraire, ce sera une difficulté bien supérieure. Dans les commentaires de ma vidéo sur l'impossibilité de voyager à la vitesse de la lumière, certains m'avaient rétorqué qu'on a dépassé le mur du son en 1948 et que la prochaine étape logique était d'aller aussi vite que la lumière d'ici une centaine d'années. C'est ironiquement un petit peu le même raisonnement que les conspirationnistes, associer deux choses qui n'ont rien à voir, les corréler et en faire passer un message, une interprétation ou même une idéologie. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que ces utopistes-là sont des conspirationnistes, non. Je dis simplement que leur argumentaire est similaire, ce qui n'est pas pareil. Et encore, ça ne s'arrête pas là. Ces gens-là vont même parfois déformer la réalité historique sur certains événements liés à l'astronomie, à la conquête spatiale, etc. On a tendance parfois à dire qu'envoyer des astronautes vers la Lune relève de l'exploit scientifique, du miracle, que c'était impossible à réaliser, que c'était une utopie qui s'est ouverte. Bien évidemment, c'est complètement faux quand on les compare à la réalité des faits. Alors oui, envoyer des astronautes vers la Lune, c'est un exploit. Mais ça sera toujours un exploit, bon, en tout cas pour les prochains siècles. De là à dire que c'était un miracle, qu'ils auraient jamais dû le faire, ou que c'était une utopie, non. Les scientifiques, les inventeurs, les ingénieurs qui ont envoyé les astronautes vers la Lune, qui ont inventé les montgolfières, les avions, qui ont calculé la sphérécité de la Terre, bref, tout un tas d'inventions et d'exploits scientifiques qui ont perfectionné le monde du numérique, le monde de l'informatique, d'Internet ou de l'électronique. Tous ces gens-là n'ont pas changé le monde parce qu'ils croyaient que c'était des rêves impossibles à atteindre et qu'ils l'ont fait malgré les dangers. Si on a réussi à aller sur la Lune par exemple, c'est qu'on savait d'ores et déjà dans les années 1960 que c'était quelque chose de possible, réalisable et même reproductible. Bah ouais, on en a quand même envoyé 12 des astronautes. 6 missions qui ont réussi. D'autant plus que pour cet exemple-là, le voyage vers la Lune, on connaissait d'ores et déjà la technologie des moteurs à ergot liquide depuis 40 ans, et qu'on avait aussi un peu la thune pour réaliser le projet. Il y a aussi une autre chose importante à savoir, c'est que la compréhension de notre univers et de la réalité du monde nous a permis aussi de comprendre ce qui était possible et ce qui n'était pas possible avec les lois de la physique. Sans parler évidemment du système économique mondial qui freine pas mal la conquête spatiale, mine de rien. Mis à part les agences fédérales et gouvernementales qui ne cherchent pas à être lucratifs, bon, du moins pour l'instant, l'homme cherche avant tout le profit. Et le spatial n'échappe pas à la règle. C'est pour ça que SpaceX se casse les dents avec le voyage vers Mars. C'est que ça va coûter une blinde et ça va pas spécialement en rapporter. Le spatial n'est toujours pas une activité humaine rentable, du moins pas à court terme. Et comme notre société est verrouillée par le capitalisme et la recherche du profit, les investisseurs ne vont pas vraiment avoir la motivation de financer ces projets. La rentabilité première du spatial, c'est les retombées scientifiques qui sont absolument colossales et qui ont, entre autres, inspiré la moitié de la technologie humaine actuelle. Mais c'est plus parlant de parier en billets verts plutôt qu'en progrès scientifique. Donc si déjà le voyage vers Mars, qui se présentait comme inéluctable il y a même pas 10 ans, se révèle être un casse-tête économique et un gouffre financier, ne parlons même pas d'autres projets comme la vitesse lumière, la terraformation d'autres planètes, ou bien la conquête de l'espace interstellaire. Surtout que dans le lot, il y a des projets purement et simplement irréalisables de par leur incompatibilité avec les lois de la physique, comme par exemple voyager à la vitesse de la lumière. D'autres projets sont réalisables dans l'absolu, comme la terraformation ou le voyage interstellaire, mais totalement hors de portée de l'être humain. En tout cas, pas avant les prochains siècles. C'est-à-dire que bon, si t'es une civilisation galactique, terraformer une planète ou voyager entre les étoiles, ça paraît pas très compliqué. Mais pour l'humain, c'est hors de portée. Je considère que si on veut bien apprendre l'astronomie et pouvoir en parler et le rendre suffisamment intéressant pour le grand public, il faut d'abord parler de choses qui ont déjà été réalisées et du possible. Et croyez-moi qu'il n'y a rien qu'avec ça, il y a de quoi émerveiller petits et grands. Alors bien sûr, on peut parler du futur, mais ça ne sert à rien de s'avancer trop loin et de penser que tout va être réalisé un jour. Surtout quand on essaye de justifier une version légèrement altérée de la réalité avec des arguments assez discutables. En conclusion, mon opinion, et comme celle de bien d'autres, est assez mesurée, dans le sens où le futur s'annonce radieux si on continue nos progrès technologiques, mais il ne faut pas non plus croire à tout et n'importe quoi. En revanche, s'il y a déjà un truc qui est cool et merveilleux avec l'astronomie, c'est le silence éternel de ces espaces infinis.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que ceux qui ne l'ont pas encore fait, et à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, et à lâcher un petit commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine!